Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétro Passion Automobile. Et on va parler d'italienne. Et bien évidemment, d'une italienne passionnante. La De Tomaso Pantera. Pour De Tomaso, son nom a une consonance bien latine. Mais si la marque, portant son nom, a la même patrie de naissance que ses illustres rivaux Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini, ainsi que les frères Maserati, les origines d'Alejandro De Tomaso, j'essaie de bien prononcer, ne se situent pas en Italie, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, en Argentine plus précisément. Né en 1928, au sein d'une famille aisée qui fait fortune dans l'élevage du bétail, le jeune Alejandro se sent pourtant rapidement plus attiré par les chevaux vapeur que par les bovins. Sa participation à un coup d'État manqué contre Juan Perón l'oblige, pour échapper à la répression qui s'ensuit, de quitter l'Argentine, en abandonnant ainsi non seulement le ranch familial, mais aussi sa femme et ses enfants. Sans doute est-ce parce que l'Italie est alors l'une des patries de l'automobile, et aussi que la famille de son père est originaire de là-bas, qu'il choisit la patrie de Dante comme terre d'exil. Loin de s'y morfondre, il y prend bientôt sa carrière de pilote au service des frères Maserati, se voyant aussi chargé de l'entretien en tant que mécanicien des voitures construites par ce dernier. Il se remarie en Italie avec Elisabeth Haskell, une femme passionnée d'automobile. Une passion qui n'est pas due au hasard, puisqu'elle est la descendante de l'un des fondateurs de General Motors, et aussi qu'elle n'hésite pas, elle non plus, à l'image d'Alejandro, à prendre le volant sur des circuits. Alessandro, je vais le dire aussi maintenant de cette façon-là, ayant en effet décidé à l'image d'Enzo Ferrari de se mettre à son compte et de fonder sa propre marque, De Tomaso Automobili, voit ainsi le jour en octobre 59. Pour le dessin du cycle qui ornera le capot de toutes ses voitures, un T aux formes stylisées, il reprend ce T qui servait à marquer au fer rouge les bêtes du ranch familial en Argentine, ainsi que les couleurs, bleu et blanc, du drapeau argentin. Mais parlons auto. C'est déjà à l'occasion de l'ouverture du salon de Turin en 1966 qu'il dévoile au public celle qui sera sa première vraie GT de grand sport, la Mangusta. Si cette auto souffrait sur certains points d'une conception quelque peu bâclée, il parviendra néanmoins à s'écouler au cours de 4 ans de production environ 400 exemplaires. Mais pour celle qui doit la remplacer, De Tomaso voit grand et même réussit à convaincre Ford de la distribuer sur le marché américain via le réseau Lincoln Mercury, ce qui permettra à sa nouvelle GT de connaître un succès commercial identique voire supérieur à celui de ses principales rivales, dans ce pays qui est alors le premier marché pour les sportives européennes de prestige. Parlons carrosserie. Est-ce parce qu'il avait dessiné et réalisé la carrosserie de la première de Tomaso de route, la Vallelunga, que le carrossier Ghia fut choisi pour cette mission, pour créer la nouvelle auto ? Le designer, à qui sera confié le projet, l'américain Tom Giarda, j'ai du mal à le prononcer, relèvera remarquablement le défi et signera même ce qui sera non seulement l'une de ses créations les plus célèbres, mais aussi la plus réussie, nous le pensons. Présentée au public lors du Salon automobile de New York en 1970, la De Tomaso Pantera apparaît de prime abord et en comparaison moins agressive que la Mangusta, en tout cas dans sa version originelle. Comme certaines autres sportives, telles la Countach, la ligne de la Pantera se verra virilisée et surtout bodybuildée au fil des temps et des évolutions du modèle. En 1971, à peine un an après son lancement, la gamme s'élargit avec le lancement d'une version plus puissante baptisée GTS, dont le moteur passe de 330 à 380 chevaux, ainsi que d'un modèle compétition client destiné à permettre l'homologation de la Pantera en catégorie groupe 4 et dont le V8, fortement retravaillé, atteint la barre des 500 chevaux. Sur le plan esthétique, ce seront surtout les nouvelles versions GTS, présentées en 81, qui sont caractérisées par des ailes larges, destinées à accueillir des pneus de taille plus importante, et qui sont réalisées en polyester, les ailes, et la GT5S, elle, entièrement en acier, qui altéreront quelque peu la pureté des lignes de la version originelle. Malgré des débuts prometteurs, la carrière de la Pantera au pays de l'oncle Sam tournera court, les modèles vendus outre-Atlantique souffrant malheureusement des mêmes défauts qui affectent également leurs homologues européens, notamment des problèmes de surchauffe récurrents et des systèmes électriques dont le fonctionnement est loin d'être optimal, quand ils ne sont pas souvent carrément défaillants. Doit-on parler
de la corrosion endémique qui frappera la plupart des exemplaires sortis d'usine et qui perdurera même jusque dans les années 90. Autant de tares qui vont rapidement donner des cheveux blancs au concessionnaire Lincoln Mercury, guère habitué à des engins aussi caractériels. Tant et si bien qu'en 1974, après 3 ans de carrière à peine, la Pantera est retirée du marché américain sur décision directe de Henry Ford II lui-même. Cette fin de carrière prématurée aux USA représentera un coup dur pour Alejandro de Tomaso, car elle signifiera pour lui la fermeture du marché d'outre-Atlantique, même si Ford continuera à fournir ses moteurs V8 pour la Pantera, ainsi que pour tous les autres modèles de la marque. Jusqu'à la fin de sa production, plus aucune de Tomaso ne sera vendue neuve aux USA. Lors du lancement de sa Pantera, de Tomaso était à ce point convaincu du succès immédiat que rencontrerait sa superbe GT auprès des riches américains de la côte Est et de la côte Ouest qu'il se fera même étudier par Tom Giarda et par son bureau d'études une version spécialement destinée à ce marché, surnommée Pantera X. Mais ça, vous aurez le détail dans l'article écrit avec des photos. Mais continuons. En Europe en particulier, au cours des années 80, alors que la Pantera, bien qu'ayant maintenant dépassé les 10 ans d'âge, poursuit assez tranquillement son chemin. Et en 1990, De Tomaso fera appel à Marcello Gandini, le grand Marcello, l'inventeur de la Countach, pour faire une opération de chirurgie esthétique qui s'avérera assez réussie et qui permettra en tout cas à cette ultime évolution de la Pantera de rester en production jusqu'en 1995. Lorsque la Pantera quittera finalement la scène, plus de 7200 exemplaires auront été produits. Un score assez remarquable pour un constructeur qui n'a jamais atteint une envergure comparable à celle de ses rivaux de Maranello et de Sant'Agata Bolognaise. Ne serait-ce que pour cela, la De Tomaso Pantera a largement mérité sa place au panthéon des voitures de sport. Avec elle, son créateur a prouvé qu'avec de la passion et du talent, il était possible de concevoir et de produire une GTI suggestive et rapide, dont les performances comme les lignes n'avaient rien à envier à celles de ses rivales, même avec des moyens 10 fois moins importants que ceux de Ferrari. Contrairement à beaucoup d'autres constructeurs de voitures de sport, qui seront contraints de mettre la clé sous la porte au milieu des années 70, victimes de la crise pétrolière et de la récession économique, De Tomaso, lui, parviendra à survivre et même à sortir quasiment intact de ce tumulte, sans doute grâce à la diversification de ses activités, ainsi qu'à la bonne santé financière de la plupart des autres filiales qui composent alors son empire industriel. Vous pouvez retrouver l'intégrale de ce texte et les photos qui y sont liées sur Rétro Passion Automobile, et merci à Juan Moreno pour ce texte.